Ma sœur n'est qu'une gratte-papier. Qui voudrait d'elle? A-t-elle lancé. Toute la salle a éclaté de rire. Ma mère a ajouté, c'est la honte de la famille. Le marié s'est alors levé, m'a regardé et a dit, en réalité. Elle est? Ma mère s'est pétrifiée. Ma sœur s'est évanouie. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le carton d'invitation reposait sur la table basse en verre et acier de mon appartement parisien. Sa présence était une anomalie, une tache de luxe ostentatoire dans un univers que j'avais délibérément conçu pour être sobre, fonctionnel et dénué de tout superflu. Le papier, épais et crémeux, portait en son sein des lettres dorées, une calligraphie anglaise précieuse qui dessinait le nom de ma sœur cadette, Amélie, et celui d'un homme que je ne connaissais pas, Alexandre de Valois. Le tout était une promesse de faste, une célébration de ce que ma famille vénérait par-dessus tout, les apparences. Je l'ai fixé pendant un temps qui m'a semblé infini. 10 ans. Une décennie entière s'était écoulée depuis la dernière fois que j'avais partagé un espace avec eux sans qu'ils ne soient chargés de non-dits et de reproches silencieux. 10 ans que j'étais devenu pour eux un sujet embarrassant, une carrière opaque qu'ils avaient choisi de résumer, pour leur propre confort, par la formule réductrice et méprisante de « petit poste administratif sans intérêt ». Le silence avait été leur arme de prédilection. Pas un appel pour Noël, pas une carte pour mon anniversaire. Le vide. Un effacement méthodique. Le dernier contact physique avec ma mère, Evelyne, remontait aux funérailles de mon père. Dans le froid humide du cimetière, alors que la terre recouvrait le cercueil de l'unique personne qui m'avait comprise, elle m'avait agrippé par le bras. Son étreinte était dure, ses ongles s'enfonçant dans la manche de mon manteau. Ton père serait si déçu de ce que tu es devenu, avait-elle murmuré, sa voix un sifflement venimeux au milieu des sanglots des autres. Une femme seule, sans foyer, sans mari. Une vie stérile. Cette fois, sa communication était plus concise, mais tout aussi cruelle. Glissée dans l'enveloppe, une petite note sur un Bristol portait son écriture anguleuse et parfaitement maîtrisée, une écriture qui ne trahissait jamais l'émotion. Tâche de te comporter correctement. Ce n'était pas une prière, c'était un ordre. La colère ne vint pas. Ni la tristesse. À la place, une sensation familière s'installa en moi, un calme glacial que mes années d'entraînement m'avaient appris à cultiver. C'est le calme qui précède l'action décisive, la concentration absolue d'un esprit qui analyse, planifie et se prépare. La colère est un brouillard, j'avais besoin d'une clarté de cristal. Je me suis levée, ignorant l'invitation qui semblait me narguer. J'ai traversé mon salon, dont les grandes fenêtres donnaient sur les toits de Paris, un panorama de zinc et d'ardoise que j'aimais pour son honnêteté grise. J'ai récupéré mon téléphone sécurisé, celui que le service m'avait fourni, celui qui ne servait jamais aux appels personnels. J'ai composé un numéro qui n'était pas dans mon répertoire, mais gravé dans ma mémoire. La voix qui a répondu était rocailleuse, usée par le temps mais encore pleine d'une chaleur que je n'avais plus entendue depuis longtemps. Allô? Jean-Luc? C'est Chloé. Un silence. Je pouvais presque le voir, dans sa petite maison de Touraine où il avait pris sa retraite. Je l'imaginais redressant ses épaules, le souvenir de mon père ravivé par le son de ma voix. Il avait été son chauffeur pendant plus de 30 ans, mais il était bien plus que cela. Il était son confident, son ombre loyale. Mademoiselle Chloé. Je n'osais plus espérer entendre votre voix. Le moment est venu, Jean-Luc, ai-je dit, sans autre préambule. Le mariage d'Amélie. J'ai reçu l'invitation. J'y vais. Un autre silence, plus lourd cette fois. Il comprenait. Avez-vous le dossier, ai-je demandé. Il est prêt depuis le jour où j'ai quitté le service, a-t-il répondu. Je savais que ce jour viendrait. Votre père, il me disait toujours, Jean-Luc, ils essaieront de l'effacer parce qu'elle est un miroir trop brillant. Mais elle a une colonne vertébrale en acier. Elle saura qu'en frapper. Une vague d'émotion menaça de briser mon calme, mais je la repoussai. Il avait raison. Il est temps. Mon objectif n'était pas une vulgaire vengeance. La vengeance est une chose désordonnée, émotionnelle.
Mon but était une rectification de perception. Une opération chirurgicale visant à remplacer la fiction qu'ils avaient construite par la réalité brute. Je n'allais pas à ce mariage pour célébrer une union à laquelle je ne croyais pas, mais pour exécuter une stratégie finale, pour restaurer l'honneur d'un père dont la plus grande fierté avait été transformée en honte par sa propre femme. Ce château n'était pas une salle de réception. C'était un théâtre d'opération. Mon second appel fut pour le général Leduc. Il était en train de livrer une guerre sans merci à ses pucerons, mais il comprit immédiatement la nature de ma requête. J'ai besoin d'une pièce maîtresse sur mon échiquier, lui avais-je expliqué. Quelqu'un dont la simple présence réécrit le début de l'histoire. Considérez que votre cavalerie est en route, avait-il répondu en riant. Le lendemain, une enveloppe discrète m'attendait. La clé USB qu'elle contenait était ma boîte de Pandore. Des années de leur vie, documentées par la loyauté discrète de Jean-Luc. Les preuves des acrobaties financières de mon oncle Bernard, les copies des lettres d'Evelyne à sa sœur, pleines d'une amertume venimeuse envers moi, et surtout, les détails précis de l'accord financier qui sous-tendait le mariage d'Amélie. C'était bien plus qu'une simple bombe à retardement. C'était un arsenal. Et j'allais le déployer moi-même, au cœur de leur forteresse de carton-pâte. L'arrivée au château était une expérience sensorielle conçue pour impressionner et intimider. Le crissement des pneus de ma berline anonyme sur le gravier parfaitement ratissé contrastait avec le silence feutré des limousines déjà garées. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée, le parfum capiteux des roses anciennes et cette odeur indéfinissable de vieilles pierres et d'argent. Le soleil de fin d'après-midi frappait la façade de tuffeau blanc, faisant scintiller les dizaines de fenêtres comme autant d'yeux scrutateurs. C'était une forteresse de la bienséance, et je m'apprêtais à en violer toutes les règles non écrites. J'ai gravi les marches du perron, mes talons claquant doucement sur la pierre usée. La lourde porte en chêne était ouverte, révélant un hall d'entrée aux dimensions d'une chapelle. Ma mère, Evelyne, se tenait au centre, telle l'araignée au milieu de sa toile. Sa robe de soie vert d'eau semblait capter et refléter la lumière, la faisant paraître presque éthérée. Un mirage de grâce et de perfection. Son regard me balaya, une évaluation rapide et impitoyable. Il s'attarda sur la simplicité de ma robe bleu marine, une création d'un couturier connu pour son minimalisme, puis sur mon visage, probablement à la recherche de signes de fatigue ou de défaite. Chloé. Tu es venue. Sa voix était une mélodie polie, mais ses yeux disaient autre chose. Tu as l'air surmené. Ce petit poste que tu occupes à l'ambassade de Suisse doit être terriblement éprouvant. La pique était attendue, presque rituelle. Elle me dégradait non seulement professionnellement mais aussi géographiquement. La Suisse. Symbole de neutralité, de discrétion, d'ennui. Le contraire absolu de ma véritable existence. J'ai produit un sourire que j'avais perfectionné au fil des ans. Un sourire qui ne révélait rien, mais qui sous-entendait tout. Il a ses moments, maman. Beaucoup plus intéressants que tu ne pourrais l'imaginer. Le dîner de répétition fut un chef-d'œuvre de tension passive-agressive. Chaque mot, chaque geste était calculé. Mon oncle Bernard, un homme dont le tour de taille témoignait de sa réussite autant que son sourire satisfait, m'a attrapé le bras avec une fausse bonhomie. Alors, ma petite Chloé. Toujours à faire des photocopies pour la République ? Ah, ces fonctionnaires, heureusement que nous sommes là pour payer vos salaires, a-t-il lancé, son rire gras faisant écho dans la salle. Sa femme, ma tante Isabelle, fluette et venimeuse, a ajouté, « Et dis-nous, tu as enfin trouvé un gentil garçon ? C'est si triste, une femme seule à ton âge. » Je les ai fixés, mon visage une étude de sérénité. Je me suis souvenu d'une séance d'entraînement en conditions de stress, où l'instructeur nous avait appris à dissocier, à observer nos agresseurs comme des spécimens sous un microscope. Bernard, motivé par l'insécurité, besoin constant de validation de son statut. Isabelle, motivée par l'ennui et la jalousie. Des cibles faciles. Mes amours sont aussi discrets que mes activités professionnelles, tante Isabelle, ai-je répondu d'une voix douce. Puis, me tournant vers mon oncle, et quant à mes impôts, sois certain qu'ils contribuent autant que les tiens, oncle Bernard. J'espère juste que tes affaires sont aussi transparentes que tes opinions. Il a cessé de rire. Son regard s'est durci. Il avait entendu la menace.
Il ne pouvait pas savoir que j'avais la preuve de ces transactions avec des sociétés écrans panaméennes, mais un animal sent toujours quand un prédateur entre sur son territoire. Amélie, la future mariée, était le soleil autour duquel tous les autres satellites semblaient tourner. Elle papillonnait, distribuait des sourires éclatants et des bises aériennes, s'assurant d'être le centre de chaque conversation. Elle m'a accordé un vague « Salut, ça va ?» avant de se tourner vers un groupe d'amis plus intéressant. Puis vint le moment de la présentation aux mariés. Alexandre de Valois. Ma mère nous a mis face à face. Son malaise était palpable. Il savait qu'il était observé, jugé. Alexandre, je vous présente ma fille aînée, Chloé. La façon dont elle a dit « aînée » sonnait comme une tare. Il m'a tendu une main légèrement moite. Enchanté. J'ai pris sa main. Mon regard ne l'a pas lâché. Je voulais qu'il sente que je voyais au-delà du fiancé de ma sœur, au-delà du nom aristocratique. Je voyais l'homme qui avait survécu à l'enfer. De même, ai-je dit. Et puis, dans un souffle, pour que lui seul puisse entendre, alors que ma mère se tournait déjà vers un autre invité, Damas, il y a 4 ans. Vous portiez une chemise bleue. Vous avez fait preuve d'un courage remarquable. Je sais que vous êtes un homme d'honneur pris au piège. Ce week-end, vous aurez une chance de le prouver. Ne la manquez pas. J'ai vu un frisson le parcourir. Ses yeux se sont écarquillés de stupeur. J'avais mentionné un détail qu'il n'avait jamais raconté à personne, un détail que seule une personne ayant eu accès au rapport complet de son débriefing pouvait connaître. Je ne lui avais pas seulement montré que je savais. Je lui avais montré l'étendue de mon savoir. Il a retiré sa main vivement, a bredouillé une excuse et s'est éloigné. La graine était plantée. Il passerait la nuit à se demander qui j'étais, et surtout, à se demander quel homme il voulait être. Le reste de la soirée, j'ai observé, depuis ma place d'exilé au bout de la table, les pièces se mettre en place sur l'échiquier. La matinée du mariage fut une longue montée en puissance, une tension palpable qui s'épaississait à chaque heure qui passait. J'ai décliné l'offre de me faire coiffer et maquiller avec le cortège nuptial, préférant ma propre compagnie et la discipline silencieuse de ma routine. Dans la salle de bain de ma chambre d'amis, j'ai méticuleusement préparé mon uniforme de combat, une robe simple, d'un gris perle qui absorbait la lumière au lieu de la réfléchir, des chaussures confortables mais élégantes, et pour seul bijou, une discrète montre d'homme que mon père m'avait offerte. C'était une armure de sobriété au milieu d'un océan de froufrous et de paillettes. L'humiliation suivante se présenta comme prévu, dans le grand hall d'entrée. Le plan de table, ce monument à la gloire de leur réseau social, était là. J'ai joué le jeu, parcourant la liste des noms avec une curiosité feinte, sentant les regards des autres invités sur moi. Je savais que mon nom n'y serait pas. C'était une étape essentielle de leur scénario, me faire chercher, me faire sentir que ma place n'était pas prévue, que ma présence était une anomalie tolérée, mais non désirée. Enfin, mon regard s'est posé sur la petite table du fond, celle que j'avais déjà repérée la veille, près de la porte de service. Le petit carton était toujours là. Ami de la famille. L'anonymat était l'insulte suprême. Cela signifiait que je n'étais même pas digne d'être reconnue comme une fournier, même une fournier déchue. J'étais une étrangère. Sans un mot, je me suis dirigée vers ma place d'exil. J'ai sorti mon carnet de Moleskine noir. C'était un accessoire anodin, mais dans ce contexte, il est devenu une arme. J'ai commencé à écrire. Je ne prenais pas de vraies notes. J'écrivais des passages de poésie que je connaissais par cœur, des citations de stratèges militaires, n'importe quoi. L'important était l'acte lui-même. Une femme, seule à une table, qui observe et qui écrit, est une figure inquiétante. Elle n'est pas une victime passive, elle est une chroniqueuse, peut-être une juge. L'effet fut immédiat. Les conversations baissaient d'un ton lorsque je levais les yeux. Des cousines éloignées me jetaient des regards nerveux. J'étais devenue un point d'interrogation au milieu de leur certitude. Ma mère, bien sûr, a détecté la menace. Elle a surgi, son sourire de façade plaqué sur un visage tendu de fureur. « Chloé, je peux savoir à quoi tu joues ?» siffla-t-elle en se penchant, sa main se posant sur mon carnet comme pour l'arracher. J'ai posé ma propre main sur la sienne, un contact froid et ferme qui l'a surprise. « Je ne joue pas, maman. Je travaille. »
Je documente. C'est une habitude professionnelle. Très utile pour rédiger des rapports circonstanciés. Le mot « circonstancié » l'a fait hésiter. C'était un mot précis, technique, qui ne faisait pas partie de son vocabulaire de mondanité. Il suggérait des faits, des preuves, des conséquences. « Tu es ridicule », a-t-elle craché en retirant sa main. « Tu cherches à attirer l'attention. » Au contraire, ai-je répondu, ma voix toujours égale. Je suis assise exactement là où vous m'avez placée. Je ne fais que m'occuper. C'est à ce moment précis que le général Leduc, mon allié, a fait son entrée. Sa présence seule changeait la dynamique de la pièce. Il avait cette autorité naturelle des hommes qui ont commandé, qui ont pris des décisions de vie ou de mort. Il a salué quelques connaissances, puis, délibérément, il a traversé toute la salle pour venir jusqu'à ma table. L'acte en lui-même était une déclaration. « Chloé, ma chère enfant », sa voix de baryton a résonné, attirant l'attention. « J'espérais te trouver. Ton père m'aurait scalpé si je ne venais pas saluer sa fille préférée. » Il s'est penché et m'a embrassé sur les 2 joues, un geste paternel et protecteur. « Il me parlait sans cesse de toi », a-t-il continué, assez fort pour que les tables voisines entendent. « De ton courage, de ton intelligence. Elle a plus de cran que tous mes fils réunis, disait-il. Puis, il a jeté un regard autour de lui, a vu le carton, ami de la famille, et a haussé un sourcil. Tiens, il doit y avoir une erreur. On t'a mise à la table des enfants ? Son commentaire, livré avec un sourire désarmant, était une torpille. Il venait de qualifier publiquement leur geste de mesquin et d'enfantin. Avant que quiconque ne puisse réagir, il a ajouté, « Viens donc à ma table, il y a une place à côté de moi. Nous parlerons du bon vieux temps. » J'ai souri. « Merci, mon général, mais je suis très bien ici. J'ai une excellente vue. » Ma réponse l'a fait rire. « Ah, toujours la stratège. Tu as raison. La meilleure position est souvent celle que l'ennemi vous assigne en pensant vous affaiblir. » Il m'a fait un clin d'œil complice et s'est éloigné, laissant dans son sillage un nuage de confusion et de spéculation. Le doute était semé. Pendant la cérémonie religieuse, mon esprit était ailleurs. Je n'écoutais pas les promesses d'amour éternel d'Amélie, des promesses aussi creuses que son sourire. Je pensais à mon père. Je me souvenais de ses mains, de son bureau qui sentait le cuir et le tabac, des livres qu'il me donnait à lire. Il m'avait appris à penser, à questionner, à être indépendante. Il m'avait donné les outils pour survivre dans le monde réel, un monde bien plus complexe que celui, étriqué et cruel, de ma mère. Et aujourd'hui, j'allais utiliser ces outils pour défendre son héritage. Le mien. L'orangerie du château était un chaudron de faux-semblants. La lumière des milliers de petites ampoules des guirlandes et des lustres se reflétait dans les coupes de champagne, sur les bijoux des femmes et dans les yeux brillants des invités. Une cacophonie de rires, de conversations et de musique d'ambiance formait un bruit de fond constant, une couverture sonore pour les véritables drames qui se nouaient en silence. De ma table d'observation, je pouvais tout voir. Je voyais ma mère, trônant à la table d'honneur, distribuant des sourires radieux qui n'atteignaient jamais ses yeux. Je voyais mon oncle Bernard, déjà rougeaud à force de vin, pontifiant sur la politique avec un voisin de table. Et je voyais Amélie, une nymphe en robe blanche, planant de groupe en groupe, ivre d'attention. Après le plat principal, le tintement d'un couteau sur un verre annonça le début de l'épreuve finale, les discours. Le père d'Alexandre, un homme à l'élégance discrète et au regard mélancolique, se leva pour dire quelques mots convenus sur l'amour et l'avenir. Puis ce fut au tour de mon oncle Bernard, qui se lança dans une tirade autosatisfaite sur les valeurs de « notre famille », l'importance du travail et de la réussite, un discours d'une ironie si parfaite qu'il en devenait presque une œuvre d'art. Enfin, Amélie se leva. La salle se tut. Elle tenait sa coupe de champagne d'une main, le micro de l'autre. Elle était magnifique, c'était indéniable. Une perfection de surface, polie et brillante comme une pierre sans âme. « Mes chers amis, ma chère famille », commença-t-elle, sa voix une caresse sucrée. Après les remerciements d'usage, un sourire particulier, un sourire que je connaissais depuis l'enfance, le sourire qui précède le coup de griffe s'étira sur ses lèvres. Son regard balaya la salle et se posa sur moi. « Je voudrais avoir un mot tout particulier pour ma grande sœur,
Chloé, dit-elle, chargeant chaque mot d'une fausse émotion. Elle qui a fait le voyage depuis, eh bien, depuis là où elle est, pour être avec nous. C'est un effort si touchant. Quelques rires, encore incertains, se firent entendre. Elle a quitté son bureau, ses dossiers, ses papiers, tout ce monde passionnant, continua-t-elle, le sarcasme perçant à peine sous le vernis de la plaisanterie. On ne sait jamais vraiment ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Un truc top secret, sans doute. Probablement secrétaire à l'ambassade de Suisse, ou quelque chose d'approchant. Ça doit être absolument fascinant de classer des documents toute la journée. Cette fois, les rires furent plus francs, plus assurés. Les invités, sentant que la moquerie était autorisée, se laissèrent aller. Je voyais des visages se tourner vers moi, certains avec pitié, la plupart avec un amusement condescendant. Je restais impassible, mon visage aussi neutre qu'un rapport officiel. Enhardie, elle porta l'estocade. Franchement, conclut-elle en levant sa coupe bien haut, son regard brillant de triomphe, qui voudrait d'une petite gratte-papier coincée qui passe sa vie dans les avions? Mais bon, la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? À ta santé, grande sœur. La salle éclata de rire. Un rire bruyant, libéré. Mais le spectacle n'était pas terminé. Le clou de la soirée devait être planté par la maîtresse de cérémonie. Ma mère. Profitant d'une accalmie, elle ajouta, sa voix portant dans toute la salle avec une clarté diabolique, c'est la honte de la famille, mais au moins, elle fait acte de présence. C'est déjà un effort louable. Ce fut l'apothéose. Le rire redoubla, devenant gras, presque cruel. C'était fait. L'exécution publique avait eu lieu. Il m'avait réduite à une caricature, une vieille fille ratée, la tache sur leur portrait de famille parfait. Je ne bronchais pas. J'ai laissé leur rire s'élever, emplir l'espace, puis retomber, comme une vague sale qui se retire en laissant derrière elle un silence poisseux et gêné. C'est dans ce silence que, très lentement, je me suis levée. Le son de ma chaise qui raclait le parquet a été le seul bruit. Tous les visages se sont tournés vers moi. Ils attendaient. Les larmes? Une crise de nerfs? Une fuite honteuse? J'ai levé mon verre d'eau. Mon regard a croisé celui d'Alexandre. Il était pâle, mais ses yeux brillaient d'une lueur intense. Il savait que le moment était venu. Mais avant que j'aie pu ouvrir la bouche, il s'est levé à son tour. Il a contourné la table d'honneur, posant une main sur l'épaule de sa mère comme pour la rassurer, et s'est avancé au centre de la pièce. Il ne me regardait pas. Il regardait la foule. S'il vous plaît, sa voix était calme mais commandait l'attention. Si vous le permettez, j'aimerais moi aussi porter un toast. Le silence devint absolu. Ce soir, nous célébrons l'amour, l'union, la famille, commença-t-il. Mais je voudrais lever mon verre à une autre valeur, plus silencieuse, plus discrète, le courage. Pas le courage des champs de bataille, mais le courage de ceux qui servent dans l'ombre. Il fit une pause. Je vis ma mère et mon oncle échanger un regard perplexe. Il y a 4 ans, continua Alexandre, sa voix se faisant plus grave, un journaliste français a été fait prisonnier en Syrie. Toutes les voies diplomatiques officielles avaient échoué. Il était considéré comme mort. Sa famille avait commencé son deuil. Il parlait de lui. Son histoire. La véritable histoire. Et puis, une opération non conventionnelle a été montée. Une opération clandestine, niée par les canaux officiels, une opération d'une audace folle qui portait un nom de code, Damoclès. Elle n'était pas dirigée par un commando d'hommes, mais par une seule personne. Une femme. Une stratège d'exception que ces hommes, par respect et par crainte, surnommaient l'ange de l'ombre, point. Son regard balaya la salle, s'attardant sur personne en particulier. Cette femme, depuis un bureau à Paris, a coordonné mon exfiltration. Elle a analysé des milliers d'heures de renseignements, pris des décisions en quelques secondes qui signifiaient la vie ou la mort, et a engagé sa propre carrière sur le succès de cette mission. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne connais pas son nom. Mais je lui dois la vie. Elle m'a appris que le véritable honneur n'est pas dans la lumière des réceptions, mais dans le sacrifice silencieux de l'ombre. Alors je lève mon verre. À sa santé. Un murmure confus parcourut l'assemblée. C'était une belle histoire,
Mais quel était le rapport? Amélie le regardait, la bouche entr'ouverte, trahie. Ma mère semblait furieuse que son gendre ait osé voler la vedette à sa fille avec cette anecdote déplacée. C'est là que la seconde partie de la fusée a été mise à feu. Le général Leduc, qui était resté silencieux jusqu'alors, se leva lentement. Toute sa personne respirait l'autorité. Il tenait son verre de vin. Alexandre a raison, sa voix de baryton emplit la salle sans effort. L'honneur est dans le silence. Mais ce soir, si vous me le permettez, je vais trahir ce silence. Juste pour un instant. Il se tourna lentement, délibérément, dans ma direction. Son regard croisa le mien par-dessus les têtes des invités. Et il leva son verre bien haut. Alexandre ne connaît pas son nom, déclara-t-il, chaque mot se détachant avec une précision chirurgicale. Mais moi, je la connais. Alors je lève mon verre. À la santé de l'ange de l'ombre. Il fit une pause dramatique, ses yeux toujours fixés sur moi. Madame la directrice, votre père aurait été au-delà de la fierté. Il but son verre. Le mot. Le titre. Madame la directrice. Il flotta un instant dans l'air, puis explosa dans l'esprit des gens. Un frisson collectif parcourut la salle. L'ancien ministre à la table du général se leva à son tour. Il leva son verre vers moi et but, un signe de respect sans équivoque. Puis un banquier d'affaires de renom, qui avait des contrats avec l'État. Puis une célèbre avocate spécialisée en droit international. Un par un, une dizaine des personnalités les plus influentes de la pièce se levèrent, me saluant de leur verre, créant une aide d'honneur silencieuse et dévastatrice. La réalité venait de s'abattre sur ma famille avec la force d'un missile. Ils n'avaient pas seulement humilié une parente pauvre. Ils avaient insulté publiquement un haut personnage de l'État, une héroïne de l'ombre, devant ses pairs. Le visage de ma mère se décomposa, passant par toutes les nuances de la honte et de la terreur. Mon oncle Bernard semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Amélie laissa échapper un gémissement étranglé, un son d'animal blessé. Ses yeux se révulsèrent. Elle chancela, puis s'effondra lourdement sur le sol, sa robe blanche s'étalant autour d'elle comme un linceul. Le château de cartes, si patiemment construit, venait de s'écrouler dans un silence assourdissant. Le spectacle de l'effondrement d'Amélie fut le signal de la débandade. Le chaos qui s'ensuivit ne fut pas bruyant, mais ordonné et implacable, ce qui le rendit encore plus cruel. Il n'y eut pas de cris, mais des chuchotements précipités. Les musiciens, comprenant qu'une catastrophe venait de se produire, rangèrent leurs instruments avec une hâte discrète. Les serveurs, auparavant si présents, devinrent des fantômes, s'éclipsant par les portes de service. Je suis resté debout, immobile au milieu du désastre, la dernière pièce stable dans un monde qui venait de basculer. Je regardais ma mère, pétrifiée sur sa chaise, incapable d'aller aider sa fille évanouie. Son esprit était paralysé par l'ampleur de sa bévue. Je regardais mon oncle, qui tentait maladroitement de se frayer un chemin vers Amélie, bousculant une demoiselle d'honneur en pleurs. Et je regardais Alexandre, qui n'avait pas bougé, observant la scène avec une distance quasi clinique. Il avait allumé la mèche et regardait maintenant l'incendie se propager. Puis, sans un mot, j'ai reposé mon verre sur la nappe. J'ai fait un léger signe de tête en direction du général Leduc, un remerciement silencieux. Il m'a répondu par un clin d'œil. La mission était accomplie. Il était temps de quitter la zone d'impact. Je me suis retourné et j'ai commencé ma longue marche vers la sortie. L'atmosphère avait radicalement changé. Si, à mon arrivée, on m'avait ignoré, maintenant, on me craignait. Les invités s'écartaient sur mon passage, formant une allée silencieuse. Les regards n'étaient plus condescendants, mais remplis d'un mélange de respect, de curiosité et de peur. J'étais passé du statut de paria à celui de puissance énigmatique. Près de la sortie, un homme d'affaires que je savais être un important fournisseur du ministère de la Défense s'est approché de moi. Madame. Toutes mes félicitations pour tout, a-t-il bafouillé. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai hoché la tête poliment et j'ai continué mon chemin. La dynamique du pouvoir venait de s'inverser de manière spectaculaire. L'air frais de la nuit du Val-de-Loire me frappa comme une libération. J'ai inspiré profondément,
l'odeur du jasmin et de la terre humide chassant le parfum suffocant des fleurs coupées et de l'hypocrisie. Une voiture aux phares éteints s'est avancée depuis l'ombre des grands arbres. Sophie était au volant. Elle m'a ouvert la portière sans un mot. Je me suis glissée à l'intérieur. Le silence dans l'habitacle était réconfortant. Sophie a démarré et la voiture s'est éloignée du château, cette grande bâtisse blanche qui ressemblait maintenant à un mausolée illuminé. Nous avons roulé plusieurs minutes avant qu'elle ne parle. Je dois avouer, dit-elle, son regard fixé sur la route, que c'était plus efficace qu'un missile de croisière. Pas de dommages collatéraux, cible parfaitement neutralisée. Un sourire, le premier vrai sourire de la soirée, s'est dessiné sur mes lèvres. L'objectif était la neutralisation de leur principale capacité de nuisance, leur réputation. Maintenant qu'ils sont exposés, la suite sera plus simple. La suite, demanda Sophie, surprise. Je pensais que c'était terminé. Ça, c'était la phase 1, ai-je expliqué. La reconnaissance et la frappe initiale. Maintenant, commence la phase de consolidation. Il faut s'assurer que l'ennemi ne puisse pas se regrouper et contre-attaquer. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, la soirée tournait à la Bérésina. Les invités les plus prestigieux, ceux dont la présence validait le statut social de ma famille, trouvaient des excuses pour partir. Chacun d'eux, en passant près de la table du général le duc, lui adressait un salut respectueux, une manière de signifier qu'il n'était pas dans le camp des « ignorants ». Amélie avait été transportée dans une chambre à l'étage. Alexandre avait refusé de l'accompagner, déclarant à une belle-mère médusée qu'il avait « besoin de prendre l'air ». Il était en train de rompre les amarres. La nouvelle, ou plutôt la rumeur, se propageait déjà par SMS et par appel discret dans le petit monde où tout se sait. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé au mariage des Fournier, la sœur, celle dont personne ne parle jamais, il paraît que c'est un ponte des services secrets, ils l'ont traité comme une moins que rien, le marié l'a défendu publiquement, un scandale monumental. Leur château social, bâti sur des décennies de snobisme et de relations soigneusement cultivées, venait de prendre un coup fatal. Les fondations, que je savais fragiles, étaient en train de céder. Et je m'apprêtais, dans les jours à venir, à retirer les quelques piliers qui le maintenaient encore debout. Tu es diabolique, a murmuré Sophie avec une pointe d'admiration. Non, ai-je répondu. Je suis une professionnelle. Et ils viennent de me déclarer la guerre sur mon propre terrain. Ils n'avaient aucune chance. La semaine qui a suivi le mariage a été d'un calme plat en surface, mais frénétique dans les coulisses. Je n'ai reçu aucun appel. Ni de ma mère, ni de ma sœur, ni de personne de leur entourage. C'était un silence de stupeur, le silence qui suit une explosion avant que l'on ne mesure l'étendue des dégâts. Ils étaient probablement en train de panser leur plaie, de tenter de comprendre ce qui leur était arrivé, et surtout, de mesurer l'ampleur de la menace que je représentais désormais. De mon côté, je n'ai pas attendu. En stratégie, l'initiative est essentielle. Il fallait maintenir la pression, ne pas leur laisser le temps de se réorganiser ou de construire une contre-narration. Le lundi matin, j'ai activé la phase 2. Un simple email, envoyé depuis un compte anonyme via un serveur étranger, à une adresse spécifique de l'administration fiscale. L'email ne contenait qu'une pièce jointe, un document PDF protégé par mot de passe. Le mot de passe était « Damoclès ». Le document contenait une analyse détaillée, mais concise, des flux financiers entre la société de conseil de mon oncle Bernard et une série de sociétés écrans basées au Luxembourg et à Chypre. Il n'y avait aucune accusation, juste des faits, des chiffres, des dates. Une invitation à regarder de plus près. Je savais que la curiosité d'un inspecteur des impôts spécialisé, piqué par un dossier aussi bien monté, ferait le reste. L'érosion avait commencé. Ensuite, je me suis occupé du cas d'Amélie. Une confrontation directe aurait été stérile. Elle se serait réfugiée dans le déni, les larmes, le rôle de la victime incomprise. J'ai donc opté pour une approche plus personnelle. La guerre psychologique. J'ai utilisé un service de coursier international, garantissant l'anonymat de l'expéditeur. J'ai envoyé à son domicile parisien une petite boîte. À l'intérieur, il n'y avait ni lettres, ni menaces. Juste une seule photographie, un tirage de haute qualité. C'était une photo d'elle et moi, à l'adolescence, lors de vacances en Grèce.
Nous sourions à l'objectif, mais derrière moi, on pouvait voir Amélie, en arrière-plan, en train de verser discrètement du sel dans mon verre. C'était un petit acte de méchanceté enfantine, un souvenir que j'avais presque oublié. Mais le message était clair, et à plusieurs niveaux. Premièrement, je me souviens de tout, depuis le début. Ta cruauté n'est pas nouvelle. Deuxièmement, et c'était le plus important, le papier photo sur lequel le tirage avait été fait provenait d'un laboratoire professionnel basé à Istanbul. Istanbul. La ville où sa trahison avait failli me tuer. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était qu'une photo. Pour elle, c'était la preuve que je savais tout. Pas seulement pour l'humiliation au mariage, mais pour le vrai crime, le secret qu'elle pensait enterrer à jamais. Je n'avais pas besoin de lui parler. La photo parlait pour moi. Elle allait vivre chaque jour dans la peur de ce que je savais d'autre, et de ce que je pourrais faire de ce savoir. La réaction de ma mère ne s'est pas fait attendre. Elle a sonné à l'interphone de mon immeuble un jeudi soir. Sa voix, habituellement si assurée, était tremblante. « Chloé, c'est maman. Ouvre-moi, je t'en prie. » Je l'ai laissée monter. Elle semblait avoir vieilli de 20 ans. Son maquillage impeccable ne parvenait pas à cacher les cernes sombres sous ses yeux. Son fameux maintien royal avait été remplacé par une fragilité nerveuse. Elle n'a pas pris la peine de s'asseoir. Elle est restée debout au milieu de mon salon, son sac à main serré contre elle comme un bouclier. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» a-t-elle demandé, sa voix un mélange de supplication et de rage contenue. « Arrête ça. Bernard, il a des problèmes. De très gros problèmes. Et Amélie, elle est malade de peur. Tu es en train de nous détruire. » Je suis restée silencieuse, la laissant vider son sac. Je l'ai écouté parler de réputation, d'honneur familial, de tout ce qu'ils allaient perdre. Pas un mot de remords. Pas une once de reconnaissance de leur propre responsabilité. Quand elle a finalement terminé, à bout de souffle, je lui ai répondu. Ma voix était calme, presque clinique. Ce n'est pas moi qui vous détruis. C'est la vérité. Une chose à laquelle vous êtes devenu complètement étranger. Pendant des années, vous avez vécu dans une fiction confortable où j'étais l'échec, la honte, le problème. Cela vous permettait de ne pas regarder vos propres failles. Le problème, ce n'est pas que je vous attaque. C'est que j'ai cessé de jouer mon rôle dans votre pièce. Mais nous sommes ta famille, a-t-elle pleuré, jouant sa dernière carte, celle du chantage affectif. Une famille protège, ai-je rétorqué, chaque mot pesé. Une famille soutient. Elle n'humilie pas. Elle n'efface pas. Elle ne trahit pas. Ce que vous appelez « famille », maman, est une alliance d'intérêts basée sur la préservation des apparences. Et je n'en fais plus partie. Elle s'est effondrée sur mon canapé, finalement vaincue. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» a-t-elle sangloté. « Dis-moi ce que tu veux, et je le ferai. » C'était le moment que j'attendais. Le moment de la capitulation. Je me suis assise en face d'elle, non pas sur le canapé à ses côtés, mais sur un fauteuil, maintenant une distance professionnelle. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas de vos excuses, car elles seraient fausses. Je veux une rectification, ai-je dit. Je vais vous proposer un choix. Une alternative. Une dernière chance de sauver non pas votre fortune, mais ce qui reste de votre dignité. J'avais préparé 2 enveloppes, posées sur la table basse entre nous. L'enveloppe numéro 1, ai-je commencé en la désignant du doigt. Contient les statuts d'une fondation. La Fondation Paul Fournier. Son but sera d'offrir des bourses d'études supérieures à de jeunes femmes méritantes, en particulier celles qui souhaitent embrasser des carrières de service public. Vous allez l'abonder avec une partie significative de votre fortune restante, et vous en assurerez la promotion. Vous ferez un communiqué de presse expliquant que c'est pour honorer la mémoire de votre mari, qui a toujours cru en la force et l'intelligence des femmes, et que vous regrettez que des malentendus passés vous aient empêché de voir la fierté qu'il éprouvait pour toutes ses filles. Ma mère me regardait comme si j'étais folle. S'excuser publiquement, même de cette manière détournée, et donner son argent par-dessus le marché. L'enveloppe numéro 2, ai-je continué, impassible. Contient un dossier beaucoup plus complet. Il y a le détail des malversations de Bernard, mais aussi des preuves de l'évasion fiscale de plusieurs de vos amis. Et surtout,
il y a le rapport interne complet de la DGSE sur l'incident d'Istanbul, un rapport qui n'a jamais été rendu public, mais qu'une source anonyme pourrait très bien faire fuiter. Il détaille la trahison d'Amélie, non pas comme une erreur, mais comme un acte délibéré ayant mis en danger la sécurité nationale. J'ai croisé les bras. Le choix est simple. D'un côté, la rédemption. Coûteuse, humiliante pour votre orgueil, mais elle vous permet de garder la tête haute, de transformer votre défaite en un acte de générosité. De l'autre côté, l'anéantissement. Pas seulement financier pour Bernard, mais social pour vous tous, et pénal pour Amélie. Vous avez 24 heures pour choisir. La Fondation Fournier, ou le dossier complet sur le bureau du procureur de la République et du rédacteur en chef du Monde. L'un ou l'autre. Pas de négociation. Je l'ai laissée là, seule au milieu de mon salon, face aux deux futurs possibles qu'elle avait elle-même créés. Les 24 heures qui ont suivi mon ultimatum ont dû être les plus longues de la vie de ma mère. Je pouvais l'imaginer, cloîtrée dans son grand appartement du 16e arrondissement, passant des appels frénétiques. D'abord à son frère, Bernard, pour lui exposer la situation dans toute son horreur. Puis à ses avocats, qui lui ont certainement confirmé la gravité des menaces, tant sur le plan fiscal que pénal. Leur dilemme était fondamental, car ils ne touchaient pas seulement à leur argent, mais à leur identité même. Choisir l'option 1, la fondation, c'était admettre publiquement leur défaite. C'était plier le genou, accepter mon récit des événements et payer pour leur rédemption. Pour une femme comme Evelyne, dont toute l'existence était bâtie sur une image de contrôle et de perfection sans faille, cet aveu était une forme de mort sociale. Choisir l'option 2, c'était le pari de l'orgueil. Le pari que je n'irais pas jusqu'au bout. Le pari qu'une fille, malgré tout, ne détruirait pas sa propre famille, son propre nom, de manière aussi spectaculaire. Il devait se dire que c'était un bluff, une manœuvre d'intimidation pour obtenir des excuses privées ou un arrangement financier. Ils ont passé des heures à analyser mes motivations, mes limites présumées, en appliquant leur propre grille de lecture, celle de l'intérêt et de la peur du scandale. Ils n'ont pas compris que ma grille de lecture était différente. La mienne était celle de la justice et de la conclusion. Le lendemain, à 11h50, 10 minutes avant l'expiration du délai, mon téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. J'ai répondu. C'est moi, a dit la voix de ma mère, plate et sans vie. Nous ne pouvons pas faire ça. La fondation, c'est impossible. C'est nous humilier devant tout le monde. Ce n'est pas une négociation, maman, ai-je répondu calmement. Faisons un arrangement, a-t-elle plaidé. Dis-nous ce que tu veux. De l'argent ? Nous te donnerons de l'argent. Il n'a jamais été question d'argent. Il était question de vérité. Vous avez fait votre choix. Chloé, je t'en supplie. J'ai raccroché. À 12h01, 2 emails furent envoyés depuis un point sécurisé. L'un contenait le dossier financier, destiné à un journaliste d'investigation réputé pour sa ténacité. L'autre, contenant le rapport sur l'incident d'Istanbul, était adressé directement au cabinet du ministre de l'Intérieur, avec la mention « pour information et actions éventuelles concernant une menace passée et potentiellement future à la sécurité nationale ». Je n'ai pas eu à attendre longtemps. L'article du Monde a été une bombe. Il ne s'agissait plus de simples soupçons, mais d'une enquête détaillée, étayée par des documents irréfutables. Le scandale fut énorme. Bernard a été arrêté. Son procès fut très médiatisé. Il a été condamné à une lourde peine de prison et à des amendes qui ont anéanti tout ce qu'il possédait. Le nom, Fournier, autrefois synonyme de bourgeoisie respectable, était désormais synonyme de fraude et de déshonneur. Pour Amélie, les conséquences furent plus silencieuses, mais non moins dévastatrices. Une enquête discrète fut ouverte par les services de l'État. Elle fut convoquée, interrogée. Aucune charge ne fut tenue publiquement, l'affaire était trop sensible, mais son nom fut inscrit sur toutes les listes de surveillance. Elle devint un paria. Plus de voyages, plus de visas faciles. Elle était marquée au fer rouge, prisonnière invisible de sa propre trahison. Son annulation de mariage, suivie de la faillite de sa galerie, la laissa sans rien. Elle a vendu son appartement parisien et a disparu, probablement à l'étranger, pour tenter de se réinventer sous un autre nom.
Ma mère fut la dernière à tomber. Elle s'est accrochée à son appartement, à ses routines, mais le monde autour d'elle s'était évaporé. Ses amis ne répondaient plus à ses appels. Elle n'était plus invitée nulle part. Être vue en sa compagnie était devenu un risque social. Elle a vécu ces dernières années dans une solitude dorée, hantée par le fantôme de la famille qu'elle avait sacrifiée sur l'autel de son propre orgueil. Ma victoire fut totale, mais sans saveur. Je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune joie. Juste le vide laissé par une tâche nécessaire. C'était comme nettoyer une scène de crime. C'est sale, c'est triste, mais il faut le faire pour pouvoir passer à autre chose. J'avais prouvé mon point. J'avais défendu l'honneur de mon père. J'avais survécu. C'était tout ce qui importait. Le château de cartes s'était effondré, et sur le terrain vague qu'il laissait, je pouvais enfin envisager de construire ma propre maison. Les années ont glissé les unes sur les autres, comme les vagues qui viennent mourir sur le sable de ma plage. 5 ans, puis 6. Le temps, ici à Belle-Île, a une texture différente. Il n'est pas un ennemi qui vous presse, mais un compagnon qui marche à vos côtés. J'ai officiellement quitté le service il y a 3 ans. La décision a été facile à prendre. Le monde des secrets, des doubles fonds et des tensions permanentes avait perdu son attrait. J'avais mené ma dernière, et plus personnelle, opération. La paix qui a suivi n'était pas un objectif, mais une conséquence. J'ai acheté cette maison en pierre face à l'océan, une sentinelle de granit qui regarde l'horizon infini. Mes journées sont simples. Je me lève avec le soleil. Je marche des heures sur le sentier côtier, le vent salé fouettant mon visage, nettoyant les dernières scories du passé. J'ai installé un atelier dans une des pièces de la maison, et je peins. Pas des chefs-d'œuvre, mais des toiles abstraites, pleines des couleurs de la mer et du ciel, des bleus profonds, des gris tumultueux, des blancs éclatants. C'est une autre forme de langage, plus honnête que les mots. Je suis restée consultante pour le gouvernement. De temps en temps, on m'envoie un dossier complexe, une situation géopolitique délicate nécessitant une analyse non conventionnelle. Je le fais depuis mon bureau qui surplombe les vagues, loin de l'atmosphère confinée des salles de crise parisiennes. C'est une façon de rester connecté, de sentir que mon expérience sert encore à quelque chose, mais selon mes propres termes. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes de ma famille. J'ai appris la mort de ma mère par un avis de décès laconique dans le carnet du Figaro, lu par hasard chez un ami. J'ai ressenti un pincement, non pas de chagrin, mais de finalité. La fin d'un chapitre. Un après-midi, en rentrant de ma marche, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte. L'enveloppe était jaunie, le timbre venait du Portugal. L'écriture était celle, tremblante mais soignée, de Jean-Luc. Ma chère Chloé, commençait-il. Il me racontait sa vie paisible, ses parties de pêche, le soleil de l'Algarve. Puis, vers la fin, il a écrit le passage qui a tout éclairé. J'ai appris pour votre mère. Que son âme repose en paix, si elle le peut. Cela m'a rappelé une des dernières conversations que j'ai eues avec votre père. Il était déjà malade. Nous étions dans son bureau. Il regardait une photo de vous à votre remise de diplôme. Il m'a dit, Jean-Luc, les gens pensent que ma fille est dure, qu'elle est froide comme la pierre. Ils se trompent. Elle n'est pas la pierre. Elle est la mer. Parfois calme, parfois déchaînée, mais sa véritable force n'est pas dans ses vagues, elle est dans sa profondeur insondable. N'oubliez jamais ça. Je ne l'ai jamais oublié, mademoiselle Chloé. Il savait qui vous étiez. Il n'a jamais douté. J'ai replié la lettre, mes yeux embués pour la première fois depuis des années. J'ai marché jusqu'au bout de mon jardin, là où les rochers plongent dans l'océan. La mer était d'un gris acier, puissante et calme. Mon père avait compris. Ma vie n'avait pas été une quête de vengeance, mais une quête de profondeur, une quête pour être à la hauteur de cette force qu'il avait vue en moi. Ma famille avait passé son temps à regarder les vagues à la surface, effrayée par le tumulte. Il n'avait jamais osé regarder en dessous. Mon héritage n'est pas dans un nom sali ou restauré, ni dans une carrière brillante ou un titre respecté. Il est là, dans le silence de cette côte sauvage, dans la capacité à se tenir seule face à l'immensité, non pas comme une survivante, mais comme une partie intégrante du paysage. Une femme qui,
comme la mer, a trouvé sa propre paix, non pas dans l'absence de tempête, mais dans la connaissance de sa propre et immuable profondeur.